qu'il arrive. Public, ou c'est le public qui modère avec Nicolas Franck. Bonjour à tous. Nous avons décalé un petit peu, comme vous l'avez vu, pour ceux qui viennent d'arriver, un peu le début de la table ronde pour permettre à ceux qui sont sur d'autres tables rondes, parce qu'on a vu qu'il y avait ça s'est enchevêtré finalement. Donc on a décalé. On vous propose que quoi qu'il arrive, on démarre à 10h45. Voilà. Ah bon, voilà. Et vous avez au fond sur la petite table des documentations, si ça peut vous faire patienter un petit peu sur les différents intervenants, associations des intervenants. Hier, je les ai pas mis, moi, mes flyers, je suis vraiment très bon. Bon, ben non, c'est un peu quand même, là. Voilà. Il n'y a pas de café, il n'y a pas de café, 300. On aurait eu le temps d'aller boire un café. Allez, on peut faire un peu d'exercice, un peu d'activité physique adaptée, je propose. Ah, ça y est. Ça arrive doucement. Voilà. Très bien, très bien. Oh, t'es pas en retard, Hélène. T'es pas en retard, t'es pas en retard. Ça va, vous n'êtes pas perdu? Vous nous avez trouvé facilement? Facilement, non. On peut pas dire. Bon, bah, c'est bien, super. Merci d'être là. Ce sont les plus motivés qui arrivent. Voilà, exactement. C'est vrai que là... Comme il y a du retard. Non, mais c'est parce qu'on fait la question du lien social, donc on teste un peu Ouais. la volonté, en tout cas, de se relier à nous. Voilà, c'est un petit test. Voilà, voilà, il y a quelques valeureux dans la salle. On les remercie, parce que... Là, on ne sait pas laquelle va démarrer. Hein. L'humour ne tuant pas. On est en concurrence avec le sport, l'activité physique voilà. Et la recherche. Aïe, aïe, aïe. Ouais, aïe, comme tu dis. Ah, on est en concurrence avec le sport. On est avec le sport et la recherche. Ça va être difficile. Oui, mais écoute, c'est pas très grave. Déjà, avec les gens qui sont là, c'est déjà extrêmement bien. Oui, je pense que mais c'est ce que je dis, voilà. On ne serait que deux. C'est super. Je fais ça du coup. Aucun problème. Il y a quelque chose qui a repris. Ah, ça y est, on a notre veilleur youtubeur. On va essayer aussi d'éviter les faux espoirs, mais tout en donnant quand même De l'espoir. Alors, on va d'abord se concentrer sur le dépistage. Ça, c'est la recherche, ça? Mais c'est toujours la même table ronde, non? Chantal Henry, je les vois mal avec le sport, mais on ne sait jamais. De toute façon, on regardera. recherche, Ah oui, on parle Chantal, beaucoup de biomarqueurs. D'ailleurs, C'est la recherche. Ils vont retransmettre la recherche. Ouais, c'est ça. Donc, ils vont pas retransmettre le lien social. un biomarqueur. Et donc, expliquez-nous déjà Ça, c'est intéressant, dommage qu'on fasse sur pas quel la type de biomarqueur vous travaillez pour le dépistage et le diagnostic de quelle maladie. Évidemment, c'est quoi un biomarqueur? Bonjour. Absolument. C'est ça, le lien est là. Installez-vous. On démarre dans quelques minutes. Ça fait du bien d'avoir une salle un peu moins vide. Ouais, ça fait du bien, quand même. C'est bien de savoir qu'on parle quand même à 2-3 personnes. Parce que c'est vrai que sinon, c'est un peu déprimant. Je suis pas persuadée que c'est personnes quand même qui soient connectées. Non, non. Non, mais c'est celui de. Vous pouvez vous mettre au premier rang. C'est la table ronde de la recherche qui est retransmise. Ils ont basculé là-dessus, ouais. On n'a pas peur. Non, soyez. On n'est pas contagieux, tout va bien. Hein? Heureusement, on est enregistré. Rapprochez-vous de nous. Frère, ça nous fait du bien aussi que vous soyez pas trop loin. Ah, qui connaît qui dans la salle? Ah, on peut jouer à ça, remarquez en attendant. Hein. Qui connaît qui dans la salle?
vais quand même merci. Il n'y a pas de micro, il n'y a pas de bouton. Pourtant, ils sont bien, c'est Tu dis? les micros sont bien, mais il n'y a pas de bouton. Non, parce que tu peux parler déjà comme ça. Tout le temps. Voilà. C'est déjà ouvert, les micros. On peut faire des commentaires. On peut faire des commentaires. Bon, dès que nos deux intervenants reviennent. Absolument, on démarre. Tout à fait. On est d'accord, Boris. Il faut que cela cesse. Il faut qu'on commence. Il faut y aller. Marc. Reconnu. Oui, on attend. Eh oui. Bon, il y a un monsieur qui... Il arrive. Voilà. Merci pour votre rigueur, qui est la mienne également. Mais il nous manque 2 intervenants. Bah, ça y est, c'est toujours comme ça, en fait, c'est ça. Voilà. C'est les Monsieur intervenants qui nous manquent. Marc, Donc, demandez. voilà, Marc. Allez, on va démarrer. Marion est là et Marc est là. Marion est là, Marc est là. On va laisser Ça y est, nous s'asseoir. sommes au complet, monsieur. Nous allons pouvoir décoller. Nous allons pouvoir officiellement ouvrir cette table ronde. Mesdames, Messieurs, bienvenue au Palais des Festivals de Cannes. Écoutez, j'avoue que j'ai un grand plaisir à prononcer cette phrase que je ne pensais jamais prononcer dans ma vie. Et comme je suis en conférence de presse, la salle de la conférence de presse, je vais la refaire. Bienvenue au Palais des Festivals. Messieurs et mesdames les journalistes. Vraiment. Très bien. Oui. Et bienvenue au Forum. Oui, tout de suite. Et ça change la donne. Et bienvenue surtout au Forum national de la santé mentale. Et donc vous avez devant vous des acteurs du lien social. Je suis Boris Callen, président de la Fédération française pour les liens sociaux et délégué général de l'association Mona Lisa France. La Mona Lisa étant la mobilisation nationale contre l'isolement des âgés. La table ronde qui nous rassemble aujourd'hui, c'est santé mentale, lien social, lien de soins. Donc nous allons, au cours de cette table ronde, explorer les initiatives et les actions mises en place pour refonder le lien social en matière de santé mentale. Comment aussi, on va explorer comment, je dirais, la qualité des liens sociaux a un impact fondamental sur la santé mentale et comment, collectivement, on peut, je dirais, s'organiser pour agir ensemble. Donc collectivement, c'est l'ensemble de l'écosystème, à la fois des professionnels, du monde associatif et des citoyens engagés. Pour cela, nous avons la chance aujourd'hui d'avoir de nombreux intervenants de qualité qui viennent de toute la France, même de la Bretagne. C'est pour vous dire à quel point nous rassemblons d'ores et déjà autour de cette table. Donc, mesdames, bienvenue. Nous avons la chance d'avoir autour de la table Ghislaine Desaigne, présidente de SOS Amitié. Merci d'être là. Merci, Boris. Marion, oui, je fais les deux. Marion
je vous fais travailler un petit peu, parce qu'il y a une autre table ronde, c'est le sport, vous voyez, donc c'est important que vous puissiez... Voilà. C'est le tennis. Voilà. le Marion yoga des yeux. Chapulu, fondatrice et présidente de Citizen Core Labo de la Fraternité. Le docteur Françoise Fromageau, présidente de Mona Lisa France, donc la bretonne. Jeanne Tiana Malo, déléguée générale d'Astrée, donc la parisienne. La parisienne. Oh, non, c'est pas vrai. Docteur Marc Filâtre, psychiatre pour adolescents au CHU de Tours et président de l'Union nationale prévention suicide. Et Yann Massa, délégué général de Dites Je suis là. Bonjour. Il est là en plus. Donc, avant de commencer, vous dire que nos échanges aujourd'hui, au-delà d'être enregistrés, donc attention à tout ce que nous allons dire aujourd'hui, ce sera totalement rediffusé publiquement. Vous dire que les propos qu'on échangera ensemble aujourd'hui vont venir alimenter un livre blanc, le livre blanc de la santé mentale, et que donc votre participation ce matin est absolument essentielle au débat. Donc n'hésitez pas à prendre la parole, à poser des questions et à nous dire quelles sont vos attentes et vos propositions. Voilà, donc on va essayer d'avoir une table ronde, on dit souvent participative, mais essayons vraiment qu'elle soit participative ce matin. Donc lien social, lien de soins, donc le lien social comme soin. Et il semblait opportun pour commencer à réfléchir là-dessus, de se demander déjà de quoi on parle et de qu'est-ce que le lien social, et proposer à Ghislaine de Seigne, présidente de SOS Amitié, et je rajoute coordinatrice scientifique de cette table ronde, de nous en donner sa définition. Bonjour à toutes et à tous. Alors, le lien social, c'est à la fois une notion qui est simple et qui est complexe. Simple parce que tous les êtres humains ont besoin d'une interaction humaine pour se construire et évoluer. Et puis complexe parce que le mal-être sociétal que nous constatons tous depuis plusieurs années et qui est malheureusement croît chaque année, ne peut pas nous faire ignorer qu'on doit avoir ce lien social, cette interaction humaine, malgré le mal-être. Alors nous, à SOS Amitié, c'est des notions qu'on connaît bien, cette complexité. Pourquoi ? Parce que les personnes qui nous appellent, qu'elles soient jeunes, moins jeunes, seniors, nous font part de ce mal-être relationnel qui se traduit par de la solitude, par de l'isolement social, mais également par beaucoup de souffrance et d'angoisse. Alors les souffrances psychiques avec ou sans pathologie déclarée. Cette notion de lien social, nous on l'écoute. Alors pour vous donner quand même quelques repères pour SOS Amitié. SOS Amitié, ça existe depuis 65 ans. On écoute la solitude et les souffrances psychiques. En 2024, on a eu 3 700 000 appels sur notre plateforme nationale. On en a décroché 600 000. On est 2000 écoutants sur un réseau réparti sur l'ensemble du territoire. Et donc, il y a 2 gros blocs de raisons d'appel qui sont à la fois la solitude, qui historiquement est la première raison d'appel, mais qui est débordée depuis le Covid, depuis la pandémie, par les souffrances psychiques. Donc on voit bien que le mal-être sociétal dont on va parler aujourd'hui, c'est quelque chose qui arrive en avant dans les raisons d'appel, et c'est pour ça qu'on souhaitait vraiment participer à cette table ronde et à animer cette table ronde par rapport à la santé mentale. Parce que pour nous, le lien social, c'est quelque chose qui est très en amont de la santé mentale. On ne peut pas vivre sans lien social. Qu'on soit dans les villes, dans les villages, où il y a de moins en moins de structures de rencontres, tout simplement, ça détériore la santé mentale et ça peut aller jusqu'à un repli de soi qui parfois est fatal. SOS Amitié est labellisé en prévention du suicide. On a des personnes, bien sûr, qui expriment des idées suicidaires, mais qui sont dues justement à ce mal-être relationnel. Voilà.
Merci Ghislaine. D'autant plus que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a mis en place une commission mondiale en fin 2023 pour le lien social, et qui indique de l'avoir fait pour lutter contre une épidémie de solitude et d'en faire un enjeu de santé publique vraiment majeur. Je crois que la solitude, Gentiana, Malo, Astrée, c'est un sujet que vous connaissez bien. Oui, bonjour tout le monde. Astrée, c'est pour situer un peu l'association, existe depuis 37 ans. C'est une association qui a été fondée pour combattre la solitude et l'isolement auprès de toutes les personnes, peu importe leur âge. Et nous publions depuis quelques années le baromètre des solitudes chaque janvier. Et en effet, nous faisons le même constat que SOS Amitié, qui a eu un pic en fait, dans le sentiment de solitude des Français pendant la crise Covid. Nous nous attendions à ce que ce pic baisse avec l'éloignement de cette crise, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Nous sommes presque au même niveau de la crise. Nous sommes passés de 21% de Français qui se déclaraient seuls à 19%, donc c'est vraiment très, très petit comme niveau. Comme avant la crise, nous étions à 13% à titre de comparaison. Pour Astrée, la définition du lien social, bon, je vais le lire pour ne pas dire de bêtises, c'est l'ensemble des relations humaines qui permettent à chacun de se sentir reconnu, écouté et soutenu. Chez nous, c'est très très important l'écoute et ce sentiment de se sentir compter pour quelqu'un. C'est cette reconnaissance. Et c'est connu que les personnes se sentent mieux quand elles savent qu'elles comptent pour quelqu'un et que quelqu'un compte pour elles. Donc le dernier baromètre, nous avons également mesuré l'impact de la solitude dans l'estime de soi et forcément sur la santé mentale. Nous nous sommes aperçus qu'il y a un énorme 76% des Français qui se sentent seuls, qui ne font même pas l'effort d'aller vers les autres personnes et à la rencontre dans les événements collectifs ou festifs. Oui, c'est important par rapport à ce que tu dis, certainement de différencier la question de l'isolement et de la solitude. L'isolement étant une donnée quantitative, c'est-à-dire que c'est ça, on regarde des typologies de liens sociaux que l'on entretient, à savoir la famille, les amis, la société, le travail, l'engagement associatif. Donc on demande à la personne qui, vous voyez, et combien de fois par semaine. Et ça nous donne une donnée quantitative. Et c'est là où on va dire il y a en France 7 millions de gens isolés. Et il y a vraiment la donnée qui est la solitude, qui est le sentiment subjectif de solitude, et qui renvoie vraiment à quelque chose qui est propre à chaque individu. Et là, on augmente, les 22%, ça fait 11 millions de Français quand même, à tous les âges de la vie. Et, ce qui veut dire aussi qu'on peut se sentir très seul parmi les autres. Oui. Et qu'on peut être objectivement isolé dans le sens, par exemple, que je vis seul chez moi et pas du tout souffrir de solitude. Donc ce sentiment vraiment de souffrir d'un manque de relations de qualité parmi les autres est vraiment un indicateur qui est très, très, très important. Pour les personnes âgées, Françoise Fromageau, pour Mona Lisa, comment vous abordez ces sujets-là de liens sociaux ? Alors justement, j'avais envie de vous faire une petite déclinaison autour du lien. Parce que voilà, donc Mona Lisa, mobilisation nationale contre l'isolement des personnes âgées, qui a fêté ses 10 ans il n'y a pas très longtemps. Donc, et j'avais envie de décliner le lien autour de plusieurs points. D'abord, un lien vital, un lien qui sauve des vies. Ghislaine en a parlé, mais aujourd'hui, on a beaucoup de personnes totalement invisibles qui sont isolées. Alors, on a beaucoup parlé des vieux, cycle la canicule de 2003. On a beaucoup parlé de la maladie mentale. On parle aussi beaucoup des jeunes. Et vraiment, aujourd'hui aussi, avec cette question, je dirais, de double peine qui est autour de la question de la discrimination aussi, c'est-à-dire d'une mise à l'écart et, je dirais, pas forcément complètement contrainte et d'une invisibilité. Donc aujourd'hui, le lien, c'est donc un lien vital, c'est un lien essentiel, c'est un lien en tout cas qui a tissé urgemment. Le deuxième lien, c'est un lien de réciprocité, d'altérité, de confiance, c'est un peu ce que vient de dire Astrée, c'est un lien qui libère,
de son isolement. Un lien qui est même plus que du lien, je veux dire, c'est un cordage, c'est des amarres qui sont finalement complètement pétris d'humanité. Et Ghislaine l'a dit aussi, on est des hommes et on a besoin en tout cas de ce regard de l'autre pour exister. Et puis, j'ai envie de dire, ça peut être aussi un lien qui emprisonne. Je pense que c'est aussi important, c'est un lien qui peut emprisonner si on ne tient pas compte finalement du choix et de l'autodétermination des personnes. Je pense que ça aussi, pour nous, c'est extrêmement important que ce lien soit choisi. Et puis, un lien qui émancipe, un lien qui redonne sa place dans la cité. Et moi, j'ose le dire aussi, et c'est aussi une des valeurs de Mona Lisa, c'est ce lien de citoyenneté partagée, c'est-à-dire comment on fait en sorte que les personnes reprennent la place. Et puis, j'oublie pas que je suis aussi un peu soignante, ou que moi, je l'ai été. Et c'est un lien qui prend soin. Et quand on parle du prendre soin, on met cette question de temporalité, on met aussi cette question de regard global. On dit aussi que c'est cette question de choix. Et par ce lien qui prend soin, j'ai envie de parler aussi du père accompagnement. Je pense que ça aussi, ça fait vraiment partie, en tout cas pour moi, en tout cas du soin et du lien. Et puis, je dirais, de requalifier ou de qualifier l'intentionnalité du soin, du lien. Vous voyez, je fais un lapsus. Heureusement, il y a des psychiatres à la tribune, donc tout va bien. Mais vous voyez bien, en tout cas, que cette question psychanalyse lacanien de précise. Donc vraiment, franchement, je pense que là, on est bien. Et puis, un lien qui prévient, un lien qui accompagne, un lien qui peut alerter, et ce que fait très bien d'ailleurs SOS Amitié et d'autres autour à cette tribune, c'est-à-dire cette veille solidaire de proximité. Ça, je pense que ça, c'est extrêmement important. Et puis, je finirai par un lien durable, un lien qui finalement se démultiplie, et dans le temps et dans l'espace, pour construire finalement une société bienveillante, accueillante. J'ai pas mis inclusive, vous l'avez compris, mais bon, ça se rediscute aussi. Merci. Merci Françoise. Un lien qui sauve des vies, c'est tout à fait, c'est plus vrai qu'on ne le croit en fait. Si on regarde les études scientifiques internationales, souffrir de solitude durablement, hein, donc c'est pas quelque chose de passager, durablement et non souhaité, ça augmente de plus 30% le risque de mort prématurée. Alors le dire c'est une chose, mais sachez quand même que ça correspond à fumer 15 cigarettes par jour. Donc on est sur un impact sur la santé physique et psychique des individus qui est équivalent aux autres indicateurs de santé publique. Donc oui, c'est un lien qui sauve et pour lequel on devrait prendre soin finalement comme si sa vie en dépendait, parce que c'est le cas. Et c'est vrai qu'on ne le met pas souvent à cette hauteur-là. Et certainement qu'il faut, pour le coup, en prendre soin dès le plus jeune âge. Et c'est là où je vais donner la parole à Marion Chapulu, qui est fondatrice et présidente de Citizen Core, Labo de la Fraternité, voilà, sur la question d'éducation et du lien social. Bonjour, oui. Alors, mon association s'appelle Citizen Core et je parle au nom du Labo de la Fraternité, qui est un collectif d'organisations, d'associations essentiellement, qui travaille sur ce sujet depuis 7 ans, sur le sujet de comment rendre concrète la fraternité dans des lieux, dans des actions. Et donc, je vais faire un petit pas de côté au lieu de définir le lien social. Je vais peut-être parler de la fraternité, parce que nous, au Labo de la Fraternité, on s'interroge justement beaucoup sur comment on définit cette fraternité, qu'est-ce que ça veut dire, versus le lien social, peut-être, justement, enfin versus, mais le lien social est une partie de la fraternité. La fraternité, pour nous, c'est la boussole de ce labo. La fraternité, elle engage une relation humaine directe. On parle beaucoup d'émotions dans la fraternité. Je pense que c'est quelque chose d'important justement pour la santé mentale. On est sur une responsabilité mutuelle et on pense à une posture active. Et ça, c'est cette question de l'action, de l'aller vers l'autre. C'est important dans cette définition de la fraternité. Elle repose aussi sur un principe d'égalité, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans quelqu'un vient aider quelqu'un, on est dans quelqu'un crée une relation et elle est toujours symétrique. En fait, chacun vient y trouver quelque chose. Et c'est la valeur de la fraternité qui nous intéresse dans cette organisation du labo, parce qu'elle interroge chaque individu dans son rapport aux autres et au monde. Et la fraternité, elle est d'abord donc émotionnelle, parce qu'elle engage le cœur. Et c'est tout ce que les associations dans le labo de la fraternité vont essayer d'aller chercher, c'est comment on va toucher le cœur de chacun. Et Citizen Core, on en parlera peut-être tout à l'heure, travaille sur l'éducation à la fraternité, parce que finalement, c'est une valeur cardinale, liberté, égalité, fraternité, mais qui sait quelle est la politique publique de la fraternité aujourd'hui. Donc on essaye de travailler là-dessus.
Je pense à la phrase de Ricoeur, ça a l'air compliqué, mais en fait c'est très simple. Il dit « La fraternité, c'est un engagement éthique basé sur la reconnaissance mutuelle, une invitation à considérer l'autre dans sa singularité. » Et en fait, dans la fraternité, ce qu'on retient, c'est l'idée d'altérité, d'abord. Donc, qu'est-ce que ça veut dire l'autre comme soi-même, et penser l'autre comme un autre soi-même, c'est le démarrage de la fraternité. Et comme les autres termes que j'ai employés, l'action, donc c'est une action individuelle et qui est très engageante. Donc, nous, dans le labo de la fraternité, les organisations qu'on rassemble, elles vont créer des lieux de fraternité, des lieux où le lien est là dès le démarrage, comment on va se rencontrer, comment on va faire fraternité ensemble. Et donc ça va être des lieux comme Kawa, je ne sais pas si vous connaissez, il y en a un à Lille, il y en a un à Marseille, il y en a à Paris. Celui de Marseille va se créer, moi je suis à Marseille, donc j'attends Kawa en septembre. Des lieux comme Yes We Camp, qui sont des tiers-lieux dans lesquels on fait exister des organisations très différentes, des hébergements pour migrants, des coworking, des cafés, et faire que cette altérité, elle se transforme en lien. Et puis on va aussi avoir des associations qui permettent des actions, justement parce que la fraternité, on veut la rendre concrète. Donc ça va être une association comme Entourage qui va travailler sur les personnes en précarité. Et pour Entourage, il y a 300 personnes qui vont passer devant SDF, et puis il va y en avoir 2 qui vont dire bonjour, et ça sera aussi important que d'offrir un repas à cette personne. Voilà, c'est toutes ces actions-là. Et puis sur Citizen Corps, on en parlera peut-être tout à l'heure, on travaille sur l'éducation à la fraternité avec les enfants et le public adolescent pour ancrer ces valeurs dès le début de l'éducation chez tous. Voilà. Merci beaucoup. C'est vrai qu'on oublie souvent que fait partie des 3 piliers de la République, tout simplement, hein, liberté, égalité, fraternité. Sauf qu'on peut légiférer peut-être plus facilement sur la liberté et l'égalité, et qu'engager la fraternité, c'est tout le temps, c'est tous les jours, et c'est une fraternité effectivement à mettre en acte quotidiennement. Yann Massard, pour délégué général d'IT Je suis là, donc vous, votre association est dédiée à la prévention du suicide. Comment c'est quoi votre définition du lien social ? Alors, on est en effet dans le champ de la prévention du suicide, et la particularité de l'organisation, c'est qu'on s'adresse aux proches de personnes en souffrance, et on communique tout au long de l'année auprès des proches de personnes en souffrance. Alors c'est qui ? Il y a 200 000 personnes qui tentent de se suicider chaque année. On s'adresse à tous les autres. On s'adresse à toutes les personnes qui vont un peu mieux que ces personnes-là. Et l'idée, c'est de libérer la parole, d'informer, de donner des outils à ses proches pour qu'ils puissent justement maintenir ou recréer le lien social avec une personne en crise suicidaire. Parce qu'on le sait, ce lien, ça peut être justement une action qui sauve. Tu l'as dit tout à l'heure, Boris. Alors, bien sûr, on met en avant toutes les ressources qui peuvent exister sur les personnes extérieures. Je pense notamment à toutes les associations qui œuvrent dans l'écoute ou dans le soin par téléphone, et à toutes les structures qui existent en France. Mais qui mieux que l'ami, le collègue, le proche, donc, pour agir face à un proche en souffrance. On ne prend pas le temps, hein, dans notre société de demander comment ça va vraiment. Et donc on diffuse, on mobilise pour rappeler justement qu'être là, c'est faire exister ce lien. Voilà. Merci beaucoup, docteur Marc Filâtre. Du coup, vous êtes le psychiatre de la tablée. Comment, de votre point de vue, vous définissez le lien social ? Je vais donc en parler aussi dans l'optique de la prévention du suicide, comme Yann Massard vient de le dire. Disons que c'est assez clair que le lien social pour nous, la quarantaine, pour beaucoup des associations qui constituent l'UNPS, l'Union nationale, finalement c'est ce qui fait qu'on peut exister. C'est ce qui nous donne le sens de notre vie, c'est ce qui nous donne le sens d'être parmi les autres, et c'est ce qui donne aux autres le sentiment qu'on est parmi eux. Donc c'est vraiment quelque chose qui est fondamental. Et dans le point que je veux aborder avec vous aujourd'hui, je voudrais aussi, dès cette définition, peut-être faire apparaître des pistes
d'action, puisque c'est quand même ce qu'on veut vraiment faire dans cette table ronde, c'est bien sûr discuter avec vous tout à l'heure, mais aussi faire apparaître surtout beaucoup de pistes d'action. Et je vais vous montrer dans ce petit diaporama très bref un petit peu comment on peut se représenter cette question du lien social au travers des problématiques d'appartenance et des différents niveaux qui reprendront un petit peu ce que tu as pu dire, Boris, très rapidement. Regardez, imaginons que ce soit le premier cercle d'appartenance d'une personne, par exemple sa famille, un deuxième, son travail, un troisième, la personne avec qui éventuellement elle vit, la famille et tout ça. Vous voyez apparaître quelque chose au milieu, hein, au fur et à mesure que les cercles d'appartenance se multiplient, et vous avez le sentiment d'exister, d'être parmi les autres, que votre vie finalement se déroule relativement bien. Imaginez que dans votre vie survienne quelque chose qui est, en bas à droite, la perte d'une appartenance pour une raison particulière. Eh bien, vous voyez que sur ce schéma, vous pouvez, vous avez un sentiment qui est un petit peu moins fort, mais vous pouvez vous rattraper sur les autres champs d'appartenance. Imaginons maintenant quelqu'un qui aurait constitué ces champs d'appartenance de façon extrêmement faible. Bien, vous voyez qu'il y a quand même un soleil au milieu, c'est-à-dire que la personne peut vivre tout à fait correctement parce qu'elle a constitué son rapport au monde, son rapport aux autres de cette façon-là. C'est ce que Boris disait hein, sur la nuance qu'il a faite tout à l'heure. Eh bien, si jamais il perd, alors là, je ne sais pas pourquoi, la diapo n'a pas... Bon, il y en avait 4, on passe à 3. Vous voyez que c'est déjà beaucoup plus dur d'être rassuré par rapport à ce qui se passe. C'est-à-dire que tout le monde ne part pas du même niveau. Voilà. Et ça, il faut bien l'avoir en tête. Et plus vous avez d'appartenance, plus vous pourrez, a priori, hein, évidemment, les choses sont beaucoup plus compliquées que ça, supporter ce qui se passe. Et dernière chose par rapport à cette introduction, le risque suicidaire, par exemple, hein, qui est le travail de beaucoup d'entre nous, puisque c'est souvent la voie finale commune de beaucoup de choses, eh bien, ça va nécessiter souvent, dans la plupart des cas, 2 situations, c'est-à-dire le désespoir, bien sûr, on se suicide rarement si on n'a pas un vécu de désespoir interne, mais surtout un sentiment de désappartenance, et j'ai mis le début du nom en différent de la fin, puisque ce n'est pas la non-appartenance, puisqu'on peut très bien vivre comme ça si c'est relativement stable, c'est la perte d'appartenance qui fait, par exemple, qu'il y a plus de suicides dans les maisons d'arrêt que dans les centrales, par exemple. Voilà. Donc, quand vous conjuguez désespoir, désappartenance, eh bien, faites attention aux gens, et vous avez bien vu que si vous augmentez les appartenances qui ont du sens pour la personne, pas forcément pour vous, mais pour la personne, eh bien, vous protégez du suicide. Voilà. Merci. Ça me fait penser sur la question de l'appartenance et de la reconnaissance aux travaux de Serge Pogam, qui est sociologue en France sur la question du lien social. Et le dernier livre qu'il a publié, ça s'appelle L'attachement social. Et il a fait une comparaison internationale qui est assez intéressante par rapport aux typologies de liens sociaux. Il a essayé de regarder dans tous les pays quelles étaient la typologie la plus importante, la plus forte dans chaque pays sur la question de la production de liens sociaux. Donc, est-ce que c'est la famille, est-ce que c'est les amis, est-ce que c'est le monde associatif, est-ce que c'est le travail? C'est important de savoir que, du coup, ça fait une étoile, évidemment. Il est important de savoir que pour la France, le résultat, c'est que c'est le travail de façon extrêmement significative en premier, et que donc ça veut dire que dans l'espace public, dans les représentations que l'on a, le sentiment de produire, je dirais, son utilité, la reconnaissance, elle passe d'abord par le travail, ce qui fait que quand on est en situation de perte d'emploi, on constate immédiatement qu'on a une espérance de vie de 6 ans de moins, et que quand on passe à la retraite, il se passe quelque chose dans l'ordre, évidemment, de son appartenance qu'on vient de parler, et de l'utilité, et de son utilité sociale. Et il y a des pays où c'est plus la famille, d'autres où c'est plus l'association, et les pays nordiques sont plus mixtes, eux, ils essayent d'équilibrer l'ensemble. J'aimerais bien, Marc, qu'on continue notre cheminement ensemble, et de voir avec vous quel est on dit que le lien social, lien de soin, mais est-ce qu'on peut dire que le lien social est un soin?
Ah oui, j'en suis persuadé, et c'est vraiment là-dessus que notre travail va devoir porter. Voilà. En fait, je vais développer un petit peu certains points, là aussi, pour qu'on puisse avoir un abord un petit peu différent peut-être de ce qui se fait aujourd'hui dans l'accompagnement et notamment des plus jeunes. Vous savez que, par exemple, quand une personne ne va pas bien, on a socialement deux types d'explications. Une explication qui est assez générale hein, dans nos sociétés occidentales, c'est parfois le fait que la société ne fait pas ce qu'il faut pour que ses citoyens aillent bien. C'est par exemple au niveau de l'école, hein, la multiplication du refus scolaire anxieux, hein, on va avoir du mal à scolariser nos enfants. Au niveau du travail, le burn-out, etc. Et puis, deuxième type d'explication, alors complètement différente, c'est lié à la personne. On focalise beaucoup sur les personnes. Alors, soit fragilité biologique, ce qui est un fait, hein, c'est tout à fait existant, soit fragilité liée à une histoire précoce compliquée, soit d'autres facteurs. Il y a beaucoup d'explications, mais qui ont la particularité d'être toujours centrées sur les personnes. Et cette centration sur la personne, je ne sais pas si vous avez bien ça en tête, ça peut se révéler extrêmement cruel pour la personne, puisque quand c'est généré par la société et qu'on le focalise sur la personne, ça veut dire que si elle va mal, c'est souvent parce qu'elle n'a pas fait tout ce qu'elle pouvait faire, c'est-à-dire les différentes thérapies, les différentes aides qu'on lui propose, et qu'elle n'a qu'à s'en prendre à elle-même si elle va mal. Donc je trouve que c'est particulièrement socialement cruel, c'est-à-dire la société qui quand même provoque un certain nombre de dysfonctionnements, le reporte sur les personnes qui sont ses citoyens. Alors, comme on est à Cannes, je vais me permettre une petite métaphore cinématographique. Hein. Donc, on a, vous voyez bien la société, l'utilisation de deux plans, hein, des plans extrêmement larges hein, sur tout ce que la société apporte de favorable, et puis moins souvent, parce qu'elle n'aime pas trop ça, des plans larges sur tout ce qu'elle crée comme difficulté pour ses citoyens. Cela, on en parle beaucoup moins, mais on en parle quand même un petit peu. Et puis après, donc, des plans extrêmement serrés sur les personnes, sur sa vie psychique, sur sa vie biologique, sur tout ça. Et puis, vous savez qu'au cinéma, ce n'est pas les seuls plans qui existent, les plans très larges et les plans très serrés. Il y a aussi des plans moyens. Et ces plans moyens, eh bien, on est extrêmement réservé et c'est extrêmement rare de penser en plan moyen la santé mentale. Alors, en matière d'accompagnement des personnes, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ces plans moyens, à quoi ça correspond? Comment on peut s'en servir pour aborder les difficultés des personnes? Les plans larges, pour les personnes, souvent ça a des impacts immédiats, mais la plupart du temps, c'est assez diffus, c'est la vie de la société, la vie du monde et tout, c'est intéressant, mais ça n'impacte pas directement la vie quotidienne. Ce qui impacte vraiment les personnes, c'est ce qui se passe assez près d'elle-même, à l'intérieur d'elle-même, dans son propre champ, mais aussi dans des personnes qui sont en forte interaction avec elle. Et ces personnes en forte interaction avec elles, en tout cas, moi je suis psychiatre d'ado, c'est pour beaucoup la famille. Et la famille, vous savez bien que ces cercles d'appartenance familiale, c'est le meilleur et c'est le pire. Ça peut apporter beaucoup de choses et on ne peut pas se construire en dehors des familles, mais on peut très bien être déconstruit à l'intérieur des familles, je ne vous apprends rien. Donc, c'est des processus qui vont créer des appartenances, qui vont soutenir la création d'appartenances, et les familles vont aussi empêcher un certain nombre d'appartenances. Cette réalité des rapports entre le jeune et ses familles, eh bien, je vais vous dire, je suis un psychiatre en fin de carrière, je continue à travailler, mais ma carrière normalement est terminée, et je m'étonne toujours que cette réalité du travail avec les familles ne fasse pas partie des préoccupations premières des pédopsychiatres. Pourquoi ne travaille-t-on pas d'emblée avec les familles? On le fait,
J'espère qu'il n'y a pas un seul service de pédopsychiatrie qui ne travaille pas avec les familles. Mais là où je vais en venir, c'est qu'il y a différentes façons de travailler avec les familles. Alors, ce n'est pas parce que c'est bien de travailler avec les familles, c'est vraiment qu'on ne peut pas faire autrement. Je dis souvent à mes étudiants qu'il faut que nous passions en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent d'un modèle de l'entretien familial, qui est celui qui se produit dans la plupart des services de pédopsychiatrie, c'est-à-dire un modèle où l'entretien familial est centré sur la personne de l'enfant ou de l'adolescent. On échange des informations les plus pertinentes possibles. Ça se traduit dans les services qu'on fait des multibilans pour beaucoup de situations. Et ensuite, on décide de quel va être le programme, le plan de soins. Ça, dans les services, ce sont les synthèses dont les professionnels ont bien sûr entendu parler. Donc ça, c'est un modèle qui a montré ses limites, mais qui est celui qui existe ici. Le deuxième modèle est très différent. C'est celui, effectivement, du plan moyen, dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que la famille va être un co-intervenant auprès des autres. Et on va donc travailler en consultation familiale, non plus en entretien, mais en consultation familiale. Bon, je ne peux pas rentrer dans les détails, je le ferai tout à l'heure, mais en tout cas, il y a beaucoup de choses que je pourrais vous dire là-dessus. Les personnes en présence sont les mêmes, mais le travail qui s'y fait, les moyens qu'on utilise ne sont pas les mêmes du tout. C'est-à-dire que ça ressemble à un entretien familial, mais une consultation familiale n'est pas ça. Alors, au lieu de se focaliser donc sur les personnes et chercher à les réparer, c'est-à-dire voir quel est le trouble interne, biologique, d'histoire précoce, de relations difficiles avec les autres, vous savez, les sauvageons, les déprimés, tout ce que certaines caractéristiques deviennent l'essence même de la personne, eh bien, on va se focaliser sur ce qui fait que ça bloque dans leurs relations mutuelles. Dans leurs relations mutuelles et dans leurs relations avec l'extérieur. On va se concentrer, non pas sur ce qui est en panne, ce qui ne fonctionne pas, mais sur, finalement, ce qui est incohérent dans les rapports entre les personnes. Un peu incohérent ou très incohérent. Un petit exemple très très rapide et peut-être qu'il ne sera pas explicite. Par exemple, dans des familles où on défend la liberté et l'originalité, et dès qu'un enseignant, par exemple, va dire aux parents qu'il ne comprend pas la façon dont est l'enfant, ce qu'il fait, les parents vont tout de suite se braquer, et même si ça n'aboutit pas à quelque chose de problématique, l'enfant va entendre que finalement, l'expression de l'enseignant n'est pas recevable puisque les parents ne sont pas d'accord avec ça. Donc il y a des contradictions comme ça entre des niveaux de discours qui sont extrêmement importantes. Alors, donc dans l'ancienne méthode, tout le monde se réunit pour voir un petit peu ce qui se passe. On donne son avis, mais c'est l'expert médical notamment qui va finalement prendre la décision finale, faire le diagnostic, et souvent, après, nous allons traiter soit avec des médicaments, soit avec des psychothérapies, etc. Individuelles, bien entendu, c'est tout le temps centré sur la personne. Dans le deuxième modèle, on se réunit tous, on met à l'écart nos particularités professionnelles ou familiales, et on discute des situations, et il émerge une idée sur ce qui ne fonctionne pas, qui est en général non attendue, qui est tout à fait originale, c'est le principe du travail en thérapie familiale, sur lequel, finalement, personne n'a de raison de s'opposer, puisqu'elle a été co-construite et que tout le monde s'est apparu comme évident dans le déroulement de la consultation. Donc vous voyez que c'est un mécanisme très différent de ce qu'on a dans les synthèses pluridisciplinaires. Et, dernier point, avant que je m'arrête de vous dire, vous voyez que le rôle du symptôme dans les familles, au niveau donc des enfants et des adolescents, puisque par définition c'est eux qui sont porteurs, sinon on serait en psychiatrie adulte, eh bien ce symptôme cesse d'être d'abord un problème, alors évidemment ça perturbe tout le monde, les symptômes,
Mais s'il n'y a pas un risque vital, comme par exemple le risque suicidaire, le symptôme est à préserver, puisque c'est lui qui autorise à faire quelque chose, et le symptôme est très malin, puisque finalement ça permet aux personnes de demander de l'aide sans dire qu'il le fait, puisque c'est la maladie qui justifie qu'on s'en occupe, et non pas la demande explicite d'un ado qui est parfois en situation de fragilité à l'intérieur de la famille. Donc, le symptôme devient une aide, et en plus, les psychanalystes, comme je le suis aussi, savent bien que c'est aussi un début de réponse. Ça dit quelque chose du problème qui se pose. Hein. Voilà. Donc, le symptôme va garder une pression à changer, et puis donc je vous répondrai par la suite, si vous avez des questions, sur cet abord écologique hein, de la psychiatrie qui devrait être celle du XXIe siècle. Parce que là, on retourne plutôt au XIXe, même si les formes apparentes sont... Je le dis très clairement parce que je suis très en désaccord, et ça fait partie aussi des raisons pour lesquelles j'ai quitté l'université et mon service pour ne faire que de la thérapie familiale. Oui, merci. Non, très bien. Merci, Marc. On se l'est dit au début, mais on va peut-être se le redire. On peut rester tout à fait, je dirais, fluide dans les présentations. Si vous avez des questions, voilà, on y va. Allez-y. Alors, ce que vous venez de dire nous touche en tant qu'association de parentalité. On s'intéresse, parce que moi, bien évidemment, c'est la CAF, c'est le REAP, enfin, c'est tout la parentalité qui existe quand même en France, il faut savoir, qui est portée par des centres sociaux, plus souvent, plus rarement par des associations d'indépendance. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a énormément d'acteurs sur le territoire qui peuvent faire relais cet accompagnement des parents aux enfants. La santé peut aussi aider les centres sociaux. Alors moi, j'ai eu la chance d'avoir un pied dans la santé et un pied dans l'éducation nationale et un pied dans le social. Évidemment, ça m'a aidé parce que j'ai été tout de suite, de ma profession en accord avec tous ces gens-là. J'ai commencé tout de suite par l'attachement, par former le plus de monde à l'attachement, que ce soit des parents qui avaient, je dirais, la capacité d'y aller tout de suite, ou des professionnels qui déploient l'attachement sous toutes ses formes dans le cadre de leurs activités, parce que là, c'est des gens qui ont plus de terrain. Donc voilà pour l'attachement et la parentalité. Merci. Il y a quelqu'un. Il y a une question au fond de madame. Aussi. Le sommeil, c'est important pour nous et guérir avec une association qui nous fait de l'espoir. Je ne sais pas comment décrire ma maladie. Je suis une malade du cerveau. Oui. Et alors, quand je ne dors pas, je ne peux pas faire quelque chose comme il faut. La question, c'est la question du lien entre une fragilité psychique et le sommeil. Grosso modo, les gens qui ne dorment pas, est-ce qu'on peut trouver des liens autour de ça? J'ai pas très bien compris. Est-ce qu'il y a un lien entre la santé mentale, la fragilité psychique et le manque de sommeil? Ah oui. Ah oui, ça c'est. Alors c'est pas, vous avez compris, c'est pas ma spécialité. Hein, c'est pas sur la neurobiologie que je travaille, mais mes collègues ne cessent de le dire. Donc je pense que c'est tout à fait avéré. Madame. Bonjour, je voulais vous poser une question par rapport aux enfants qui n'ont pas de parents et qui subissent des familles, etc., des abandons, etc. Donc, eux, logiquement, quand ils grandissent, ils deviennent adolescents, ils se rebellent. Ce qui veut dire qu'ils ont un manque affectif énorme. Ça peut leur donner des problèmes de manque de confiance. Donc, on parlait de complexe d'infériorité parce qu'ils ont toujours besoin d'être rassurés. Donc, ce n'est pas une maladie innée, mais c'est une maladie sociale, ce qu'on peut dire. Un trouble. Donc, après, ils ont du mal à avoir confiance aux personnes et ils ont toujours besoin de se mettre en
en valeur ou de rechercher une sorte d'identité. Et je voulais vous dire, quand vous avez dit, des fois les enfants subissent ou réagissent en fonction des parents. C'est vrai qu'il y a des parents qui peuvent être nocifs. C'est-à-dire, je m'exprime peut-être mal, mais des parents qui veulent que l'enfant soit à leur image, ce qui est difficile par rapport à la société. Donc, ils s'identifient à d'autres pour évoluer une personnalité, et souvent ils subissent un rejet familial, ce qui peut leur donner aussi des problèmes à se projeter dans la drogue, l'alcool, enfin, bref, je ne sais pas si je me suis bien exprimée, mais je suivais ce que vous disiez. Merci. Tous les parents et même les adolescents, au départ, tout le monde veut faire au mieux. C'est-à-dire que l'idée qu'il y aurait un masochisme primaire qui serait de faire en sorte d'aller mal, ce n'est que des périodes secondaires, ce n'est pas primaire, jamais. Donc tout le monde va aller bien, tout le monde fait en sorte que ce soit le cas, mais ce que je n'ai pas eu le temps d'expliquer, je vais le dire juste en un mot, c'est que les relations avec soi-même, avec les autres, ce sont des phénomènes extrêmement complexes. C'est compliqué, mais c'est surtout complexe, c'est-à-dire qu'il y a tellement d'interactions qu'on ne sait pas comment ça va évoluer. C'est ce qui fait qu'on dit souvent tout se rejoue à l'adolescence, parce qu'il y a tellement de bouleversements à ce moment-là que les influences, on ne sait pas quelles sont celles qui seront prioritaires sur d'autres, donc on ne peut pas savoir ce qui va se passer. Et on dit souvent que, bon, bien sûr, la biologie a quelque chose à voir avec ça, mais les enjeux sont tels que s'il y a une influence plus forte, imprévisible, eh bien l'adolescent qui était très prometteur va s'effondrer après la période de l'adolescence. Mais, et c'est surtout ça qu'il faut que vous sachiez, si vous ne l'aviez pas déjà remarqué, c'est que dans les services, on voit des adolescents qui vont très très mal depuis la petite enfance et qui s'en sortent très bien parce qu'ils auront eu la chance d'avoir des supports de développement par la suite qui vont leur permettre de faire cette inflexion auquel personne n'aurait cru. Donc, effectivement, il y a des inscriptions internes, biologiques ou autres, d'histoire, mais l'ici et maintenant, et je vous ai pas dit, j'ai été psychanalyste lacanien au départ, donc j'ai vraiment changé de regard par rapport à tout ça, enfin plus ou moins d'ailleurs. Et donc, ce que les ados dans le service m'ont appris, c'est qu'on ne pouvait pas savoir d'emblée ce qu'allait être leur vie d'adulte. Donc rien n'est jamais perdu. Même à l'âge adulte d'ailleurs, mais je ne suis pas psychanalyste. Ghislaine, tu voulais... Oui, je voudrais rebondir par rapport à ce que vous disiez, madame, sur les jeunes qui sont un peu ballottés, je le dis avec mes mots, ballottés dans l'enfance, qui n'ont pas de parents. Nous, à SOS Amitié, on reçoit paradoxalement depuis quelques années beaucoup d'appels de jeunes, de très jeunes, et quand je dis très jeunes, c'est des gamins qui ont 10, 11 ans. Ils sont plusieurs milliers à nous contacter chaque année. Et c'est des gamins qui sont en manque de repères d'adultes, justement. Donc dans leur écosystème de vie, c'est ce que disait Marc tout à l'heure, on sent bien qu'il y a des carences qui sont à la fois au niveau scolaire, mais bien sûr au niveau de leur environnement. Alors familial, ce n'est pas toujours le cas, mais en tout cas éducatif, on va dire. Et ils nous appellent parce qu'ils ont besoin de ce moment de pause un petit peu, où ils savent que bon, c'est un adulte qui va répondre et qui va leur donner un minimum de cadre, au moins pendant les 30 minutes où on va l'avoir, enfin les 30 ou 45 minutes où on va l'avoir au téléphone. Et ça, c'est quelque chose qu'on partage avec, bien sûr, les psys, parce que c'est un phénomène nouveau depuis le Covid, surtout. Voilà. Oui, je n'ai aucun doute d'ailleurs que tout à l'heure, en fin de journée, Boris Cyrulnik abordera les questions dont vous parlez, de la construction du lien d'attachement et de la possibilité dans son existence à tout âge de trouver des tuteurs d'existence. La vie est rencontre, et que donc je vous invite à aller le voir. Peut-être une dernière question sur ce sujet-là. Allez-y. Oui. Ah, il y en avait une, pardon, je ne vous avais pas vu. Excusez-moi, madame. Je vous en prie. Je voulais juste savoir si dites je suis là, si c'est une association d'écoute. Bah, ça nous permet peut-être de faire la... Merci, magnifique. On l'a beaucoup travaillé, on a des heures et des heures, c'est pas facile d'être aussi performant. Bon, en fait. En plus, ça fait le lien avec ce qui vient d'être dit et la question de la famille et des cercles d'appartenance familiaux, parce que vous avez parlé tout à l'heure de l'importance des proches
dans l'approche de dites je suis là. Oui, ça va me permettre de développer un petit peu plus que ce que je vous ai présenté tout à l'heure. Il va y avoir des choses un petit peu, des petites redites par rapport à ce qui a été dit jusque-là, mais je pense que c'est très bien parfois de répéter. Je voulais reprendre le fait que, alors bien sûr, il n'y a pas de santé mentale sans, la santé mentale ne peut exister sans lien social. C'est une phrase simple, mais qui dit l'essentiel. Parce que derrière chaque geste suicidaire, il y a une douleur profonde, une douleur que les mots ne suffisent plus à exprimer, hein, et une douleur qui est souvent nourrie, justement, comme on l'a dit tout à l'heure, de sentiments d'isolement, de déconnexion, d'invisibilité. Et donc on peut être entouré, on l'a dit aussi, et pourtant seul. On peut croiser des dizaines de personnes dans la journée et sans qu'aucune ne nous voie vraiment. Et dans ces moments-là, quand le lien social s'effrite, le risque suicidaire augmente considérablement. À l'inverse, comme l'a dit Marc Filâtre, quand le lien est soutenu, vivant, nourri, avec des relations sincères, bienveillantes, il devient un facteur de protection incroyablement puissant. Alors, je ne suis pas là pour faire la promotion de l'association en elle-même, mais je vais vous représenter un petit peu ce qu'on fait. C'est le principe que guide chacune des actions de Dites Je suis là. Donc on est une association qui est ni une association de patients, ni une association de personnes en souffrance. On n'est pas une ligne d'écoute et on ne fait pas non plus de prise en charge directe. Notre mission est plutôt complémentaire à tout ce qui se fait. C'est-à-dire qu'on crée des campagnes de communication nationale en s'adressant du coup aux proches de personnes en souffrance psychique, celles et ceux qui s'inquiètent, mais qui auraient envie d'aider, mais qui ne savent pas comment faire. L'idée, c'est qu'on n'entende plus j'ai pas su voir, j'ai pas su comprendre, j'ai pas su quoi faire, j'ai pas su quoi dire. Donc notre conviction, bien sûr, c'est que ces proches, ils jouent un rôle essentiel dans la prévention du suicide, qu'on ne leur donne pas toujours les clés pour agir, et donc du coup, on les accompagne. On les sensibilise, on leur donne des outils pour qu'ils puissent poser des gestes simples, mais adaptés. Je le disais tout à l'heure, se poser quelques minutes avec son collègue du bureau parce qu'on s'aperçoit que ça ne va pas, écouter sans juger, rester en lien malgré le silence, la peur, ça peut changer les choses. Alors, on a développé tout un tas d'outils, je vais pas vous les présenter, mais des éléments pour garder le lien avec un proche en crise suicidaire, surtout des campagnes qui vont aller s'adresser au plus près des diverses populations qu'on a pu citer jusque-là, des jeunes jusqu'aux personnes âgées, avec des messages spécifiques, des outils de communication spécifiques qui sont pensés justement pour renforcer le lien, libérer la parole et permettre à chacun de trouver sa place finalement dans cette chaîne de prévention. 3 éléments qu'on met en avant, qu'on met à disposition. D'abord, c'est l'attention aux signes d'alerte, que je ne vais pas lister, mais on a évoqué tout à l'heure le sommeil, les changements d'humeur, les replis, des mots qui peuvent inquiéter. On est vraiment dans cette prévention primaire où les gens pourraient venir s'intéresser à ces signes d'alerte. Et puis après, quoi dire, quoi faire, être là sans vouloir résoudre et en laissant une place, malgré tout, à l'émotion, à la détresse de la personne. Et puis en parler, oser nommer les choses, oser parler du suicide, parce que clairement, ça ne donne pas des idées, au contraire, ça peut parfois ouvrir une porte, autoriser à dire ce qui fait mal. Alors, c'est des gestes qui peuvent paraître simples. Des fois, on nous dit vous faites uniquement de la communication, vous faites uniquement de la diffusion d'informations. Oui, parce que on a tous un rôle à jouer. C'est-à-dire que, bien sûr, l'ensemble des acteurs de la prévention du suicide professionnels sont essentiels, mais la prévention ne repose pas que sur eux. Elle commence souvent bien avant, dans les gestes du quotidien, dans les liens qu'on entretient les uns avec les autres.
Alors ça peut commencer dans une salle de classe, dans une équipe de travail, autour d'un repas en famille, dans un vestiaire sportif, etc., etc. Partout où il y a des relations humaines qui existent, il y a un potentiel de prévention. C'est vraiment ça qu'on essaye de faire passer comme message. Ça permet aussi de briser les tabous, hein, de créer du lien, de permettre d'exprimer les choses sans honte, sans peur, et puis de dire qu'il est normal d'aller mal, que de demander de l'aide, c'est plutôt un signe de courage que de faiblesse. Ce que je voulais, moi je voulais finir sur le fait que chez Dites Je suis là, on croit vraiment à la profondément à la force du collectif, donc à la force de tous les acteurs, qu'ils soient institutionnels, de l'État, mais bien sûr des associations et des différents collectifs qui se créent. Et on est vraiment très heureux de pouvoir en faire partie. Clairement, l'idée c'est qu'on croit vraiment à ce pouvoir des proches, ceux qui voient, parce que ceux qui pressentent, ceux qui s'inquiètent, qui se sentent impuissants, qui se sentent seuls. Et donc l'idée c'est de leur dire, vous n'êtes pas seuls et vous avez un rôle à jouer dans cette responsabilité collective, hein, qui est la prévention du suicide. Voilà ce que je voulais étoffer sur l'action de Dites Je suis là. Merci beaucoup. Une question. Allez, le micro arrive. Bonjour. Bonjour. Je trouve ça magnifique ce que vous faites, mais par contre, je ne suis pas d'accord avec vous. Parce que quelqu'un qui veut se suicider, il a beau être entouré merveilleusement bien, un mari, des enfants, etc. S'il est décidé, il passera à l'acte. Il ne va pas le montrer. Au contraire, il va le cacher. C'est un petit peu comme quelqu'un qui est dans le besoin. Et bien, par dignité, eh bien, il ne va pas aller voir une association comme la Croix-Rouge ou j'en passe, parce qu'il est trop digne. Il préférera rester crevé de faim. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire, parce que c'est du vécu. Donc, malheureusement, pour avoir échangé avec d'autres, c'est souvent ce qui revient le plus. Je ne sais pas quoi vous dire de plus. J'aimerais tellement que ça marche. Mais le problème, c'est qu'on le cache. Alors oui, il y a des signes, comme vous l'avez si bien dit, qui peuvent mettre la puce à l'oreille, le manque de sommeil, l'irritabilité. Mais est-ce que la personne en face va se dire, va se suicider, quoi. On va une réponse. Effectivement, on est tout à fait désolé pour la situation personnelle que vous avez vécue. J'en sors plus forte. Je suis miraculée. Heureusement, comme vous le dites, toute situation dramatique peut effectivement renforcer beaucoup les gens. En tant que président de l'Union nationale pour la prévention du suicide, représentant une quarantaine d'associations avec qui on discute beaucoup, en ayant beaucoup de liens avec les chercheurs aussi, hein, puisqu'on fait partie de... Voilà. Malheureusement, ce qu'on peut comprendre de votre situation, c'est qu'il n'est pas toujours possible de décrypter les difficultés. Mais il faut faire attention qu'on ne peut pas faire de situations particulières des situations les plus habituelles. On peut tout à fait, et on l'a bien vu, hein, quand on a fait, par exemple, nous, quand dans les années 80, on a mis en place l'hospitalisation systématique des adolescents, on a fait chuter de moitié le nombre de suicides d'adolescents, de 1000 à 500 à l'époque. Il y a effectivement, on n'a jamais la maîtrise sur tout, mais on sait qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'éléments qui nous permettent de penser que quelqu'un est en danger par rapport à un risque suicidaire. Et dans la plupart des situations, on sait bien aujourd'hui que quand il y en a, les allégations de passage à l'acte suicidaire, en fait, sont des
tentative, plus ou moins consciente de la personne, pour faire venir auprès d'elle des gens qui vont pouvoir l'aider, qui vont redonner sens à leur vie, qui vont les réinscrire dans le paysage social. Donc, alors surtout chez les enfants et les adolescents, sauf encore une fois quelques situations cliniquement très particulières, mais pour l'essentiel, comme on dit très habituellement, la tentative de suicide est une tentative de vie et non pas de mort. C'est le dernier recours que certaines personnes ont trouvé pour faire bouger les choses. Et malheureusement, on l'a tous dit, malgré les efforts qu'on peut faire, on n'a pas encore réussi à intéresser suffisamment la population, et c'est pour ça que la grande cause nationale santé mentale, et notamment sur les problématiques suicidaires, essaye de se frayer un chemin par rapport à d'autres priorités nationales, parce que, effectivement, on peut continuer d'améliorer les choses et que le minimum de personnes se retrouvent malheureusement dans votre situation. Merci. Pas d'autres réactions sur ce sujet-là, si monsieur. Oui. Oui, il n'y a pas eu une structure psychique dans les suicides, il y en a plusieurs. Moi, je voulais revenir sur cette notion qui est formidable de fraternité, parce qu'elle est de lien social. Parce que quand on est dans une démarche dépressive ou décompensative, etc., le lien social est conditionné quand même à quelque chose d'important au départ. En tout cas, c'est un sas. La fraternité, ça me fait penser à l'horizontalité. C'est-à-dire que dans mon expérience clinique, il y a toujours un oppresseur chez des gens qui ont fait des tentatives ou qui ont fini par passer à l'acte, parce que voilà, on ne fait pas de miracle. Il y a toujours quelque chose au-dessus. Alors, ça peut être du harcèlement, ça peut être un mari, ça peut être aussi, puisque vous êtes lacanien, un grand autre, un petit peu rassurant, mais très délétère. Il y a toujours quelque chose qui est extrêmement oppressant au-dessus. Et donc cette notion d'horizontalité, elle est primordiale à tous les échelons de cette chaîne de soutien. Hein, bon, on a une association où les animateurs sont adhérents, etc. etc. Voilà, alors peut-être été éduqué un petit peu à la psychothérapie institutionnelle avec Uri et Tosquez, j'ai travaillé là-bas. Mais voilà, je voulais juste intervenir dans le lien social. Cette horizontalité est fondamentale. C'est-à-dire, c'est extrêmement dur pour quelqu'un qui est en santé mentale fragile et autour du suicide particulièrement, de jouer tout de suite tous les enjeux de la relation telle qu'on la voit à l'extérieur, dans les dominations, dans la séduction, dans les choses comme ça. Et il faut des sas, comme votre association, monsieur, comme la nôtre, qui va faire le lien, hein, et qui sont très orientaux. Voilà. Merci. C'est peut-être là où c'est intéressant de dire que dans l'écosystème de proximité, il y a les professionnels, il y a les proches, mais il y a également l'engagement citoyen de proximité et des bénévoles. C'est ce que vous à Astrée, vous mettez en œuvre quotidiennement pour les rejoindre, les personnes les plus seules. Oui. Pour ceux qui ne connaissent pas Astrée, et se situe plutôt dans la prévention via ce que nous appelons un accompagnement individuel et personnalisé, qui s'inspire en fait dans de multiples cultures. Il y a des accompagnements des proches, des cercles amicaux, mais avec le monde moderne qui devient de plus en plus individualiste et cette autonomie qu'on a tous tellement voulu en tant qu'individu, mais forcément ces accompagnements se sont un peu estompés, se sont un peu éloignés du centre de l'individu. Donc c'est là où Astrée a pensé que ce serait se remplacer à avoir des bénévoles formés à l'écoute active. Nous sommes très influencés par un psychologue humaniste, Carl Rogers, qui a développé l'approche centrée sur la personne à l'écoute active, bien évidemment. Donc nos bénévoles qui sont formés
accompagne les personnes lors d'un moment de rupture, par exemple un deuil, un déménagement, un éloignement géographique ou professionnel, parce qu'il y a de plus en plus de mobilité professionnelle qui fait que les liens qu'on tisse au travail sont de moins en moins forts. Récemment, il y a aussi le télétravail qui s'impacte, même s'il est plébiscité. Hein, tout le monde est content de télétravailler, mais les liens qu'on tisse sont plus faibles qu'auparavant. Donc, nos bénévoles accompagnent les personnes pendant ces moments de rupture ou simplement en situation de solitude, parce que leur ressenti est très important et ça démontre une qualité un peu moindre dans les liens sociaux qu'on a au quotidien. La durée moyenne d'un accompagnement, dans notre cas, c'est environ 7 mois. Donc la personne rencontre chaque semaine le même bénévole qui l'écoute de façon très active. Et nous l'avons même évalué, cet accompagnement, pour voir en fait les effets que ça a apporté auprès des personnes qui avaient déjà terminé un accompagnement, et les résultats étaient très intéressant. Nous avons remarqué qu'il y avait une baisse de tentatives de suicide d'1% auprès des personnes accompagnées. Il y avait une baisse d'utilisation de prise de psychotropes et de suivi pour dépression. Donc, nous avions même évalué à l'époque les coûts évités, qui sont beaucoup moins intéressants que ce que ça apporte à la qualité humaine nous nous sommes aperçus que ce n'était pas assez d'accompagner que des personnes qui étaient en situation de rupture. Donc, nous avons décliné cette action en accompagnant les personnes en sortie d'hôpital, parce que assez souvent, des personnes, après une longue hospitalisation, ont personne qui les accueille au domicile et personne qui les visitent à l'hôpital. Donc les bénévoles continuent cet accompagnement même quand ils rentrent à domicile. Et nous avons développé également un module pour sensibiliser dès le collège à l'écoute de l'autre, à l'empathie et à cette humilité. Être humble quand on propose de l'aide. Que ce soit les bénévoles, que ce soit les jeunes volontaires qui s'engagent pour aider les autres, la première chose qu'on on incite de sentir, c'est la non-responsabilité de résultats. Il faut être humble quand on essaye d'aider les personnes, parce que se sentir responsable, en quelque sorte, c'est nous qui faisons le chemin pour l'autre. Mais nous sommes là simplement pour l'accompagner, pour que la personne s'autonomise et qu'elle fasse par elle-même. Sinon, ce serait beaucoup moins, l'impact serait moindre de nos actions. Donc, c'est en cet axe que nous avons construit tout notre travail, et c'est pour cela aussi que nous avons opté pour la mise en œuvre par des bénévoles et pas par des professionnels. Donc nous sommes à peu près l'inverse du travail de Marc, parce que nous suivons la même formation et essayons d'accompagner les personnes. Vraiment, c'est dans le sens de parcourir un bout de chemin avec eux. Exactement. Exactement. Donc, c'est une rencontre physique, c'est vraiment en complémentarité. Non, la personne peut être accompagnée aussi longtemps qu'elle en a besoin, parce que chaque personne a sa propre vitesse, a son chemin à faire. Ah oui. Exactement. Tout à fait. C'est très. Nous sommes tout à fait conscients de ces risques. C'est pour ça que nous mettons en place des groupes d'échange de pratiques et les bénévoles ont chacun un référent qui les suit. Il y a un référent de chaque accompagnement. Il y a toujours le risque de l'accompagnement. Donc, nous avons un programme de formation qui est en train de travailler actuellement sur un module sur l'attachement. Mais oui, en effet, c'est pour ça que nous insistons sur l'importance de l'empathie pour rester à sa place tout en... Je ne vous répète pas la définition. Nous avons exactement la même définition. Une petite pause, Didier. Tu voulais dire deux mots. Bonjour, messieurs. Je vous interromps quelques instants pour vous donner 2-3 petites informations.
Une information qui est d'abord une information qui touche à la déstigmatisation de la santé mentale, qui est nos enjeux forts. Je donne toujours le même exemple. Quand j'étais adolescent, nous allions déjeuner chez un oncle, et cet oncle a dit « Vous venez, mais sans Alain. Alain, c'est mon frère. Il a un trouble schizophrénique. Et dès l'âge de 15 ans, je me suis dit « Nous irons partout, nous sommes invités, mais nous irons avec mon frère. » Que ça plaise ou pas. Parce que la maladie mentale, la maladie psychique est une différence, une opportunité, mais elle ne doit jamais entraîner le rejet qui est inacceptable. Et j'ai toujours eu cette idée au cœur, et si nous sommes venus ici, dans cette ville des projecteurs et du cinéma, c'est pour éclairer ces personnes malades. Et je vous demande tous, toutes, dans votre esprit, dans vos têtes, au fil de cette journée, d'y penser. Nous sommes là pour les 12 millions de personnes qui sont confrontées à une maladie psychique dans nos familles, dans nos proches et auprès de nos amis. Et si nous le faisons ici, c'est parce qu'ici, il y a la lumière de la ville de Cannes, du cinéma, et qu'ils ont besoin d'être éclairés. Ils ne sont pas la maladie. La maladie n'est qu'une part de leur personne. Deuxième point, vous êtes dans un lieu très emblématique. Ici, c'est la salle de presse des Césars. C'est exceptionnel de parler de santé mentale dans un endroit où sont assis classiquement les plus grandes stars du cinéma du monde, oui, à ces places et à ces places. Dont nous, évidemment. Et aujourd'hui, maintenant. Et aujourd'hui, qui est la star? Vous et les personnes qui vous parlent de santé mentale. Nous sommes là pour eux. Et dernier point, avant que je ne vous laisse, je vous demande de rejoindre le site du Psychodon, www.psychodon.org, pour participer aux consultations citoyennes sur chacune des 10 priorités pour la santé mentale. La santé mentale et le lien social, la santé mentale et le sport, la santé mentale et les addictions, elles sont toutes sur le site. Vous avez 2 questions. Quelles sont vos attentes ? Quelles sont vos propositions ? Il est très important que vous participiez aux consultations citoyennes et que vous fassiez participer autour de vous, puisque ces consultations citoyennes élaboreront le livre blanc de la santé mentale que nous remettrons au Parlement en janvier 2026, au Président de la République, au présidentiable, aux élus, aux mécènes, à tous les acteurs de la société civile, pour que la santé mentale devienne, au-delà d'un défi de santé publique, deviennent un ensemble de réalisations concrètes. Nous attendons des résultats, nous attendons des actions plutôt que des discours qui nous sont livrés depuis des années. Voilà ce que je suis venu vous dire. Je vous souhaite un bon forum. Profitez des uns et des autres. Merci Didier. Madame, vous vouliez poser une question ? Bonjour. Bonjour. Donc merci pour vos interventions. Donc je suis une professionnelle qui travaille dans le médico-social. J'ai entendu ce que vous faites, ce que vous apportez. Le constat, donc nous on s'occupe de je m'occupe de personnes vulnérables qui sont souvent sans lien, isolées. Donc j'ai bien entendu l'isolement, la solitude. Ce que je constate depuis quelques années, c'est donc ces personnes dont on s'occupe sont souvent suivies par des services psychiatriques. Le constat, c'est qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins de moyens. Les personnes souffrent d'isolement, n'ont plus de famille. Et nous, professionnels de terrain, on est souvent face à ce constat. Et ma question, c'est de savoir comment vous vous faites connaître. Est-ce que, quelque part, vous allez dans ces services psychiatriques pour dire on peut apporter notre aide, on peut accompagner? Parce que souvent, on est isolé et on ne sait pas quoi nous dire. Et ces personnes, on peut apporter, mais nous seuls, on n'est rien. Voilà. Nous sommes en lien avec plusieurs hôpitaux, pas forcément avec les services psychiatriques, mais avec les associations des usagers et avec plusieurs cadres, les bénévoles. Nous avons des conventions et ça se passe par beaucoup d'échanges, beaucoup de présence dans les commissions comment il s'appelle ? Les coordinations locales en santé mentale qui se font dans plusieurs villes où il y a plusieurs partenaires qui sont impliqués.
Le but est d'être là pour, pas uniquement pour les personnes en soins psychiatriques, mais aussi pour les autres, parce que vous le savez sans doute, les études ont montré que les personnes, même pendant une chimiothérapie par exemple, ont une résistance qui est multipliée par 2 quand elles sont bien accompagnées, parce que le lien est important à ce point-là. Donc nous essayons d'être le plus possible et on communique beaucoup. Après, voilà, c'est vrai que les services psychiatriques, on n'y a pas pensé. Très souvent, les personnes nous sont orientées par les services, parce que il a été dit même ce matin, les CMP sont débordés, et les listes d'attente sont extrêmement longues. Donc il y a beaucoup de personnes qui nous sont orientées par des différents services pour les accompagnements. Merci. Docteur Françoise Froment, oui, on va jouer là-dessus. Peut-être répondre justement par l'histoire de Mona Lisa aussi. C'est-à-dire, et puis ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire rendre visibles les invisibles. Et je pense que c'est vraiment le sujet de faire cause commune, de se mobiliser, parce que ce qui est quand même encore extraordinaire dans ce pays, et moi ça fait partie des espérances que j'ai, c'est quand on a une cause sociétale forte, et bien finalement on a toujours une réponse citoyenne solidaire. Enfin, j'ai envie de le dire comme ça, parce que Mona Lisa est née comme ça, 10 ans après la canicule, 2013-2003, on s'en souvient, on a mis 10 ans quand même, mais bon, on y est quand même allé. Et ça, c'est à souligner. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut déjà partir de ce constat. Le deuxième point, ce que vous soulignez très très bien, c'est la question, cette affaire-là de solitude, d'isolement, elle ne se joue pas à 50 km, elle se joue peut-être même pas à 1 kilomètre, elle se joue dans les dernières centaines de mètres. C'est-à-dire qu'on est vraiment, et Boris l'a dit, dans des écosystèmes de proximité. C'est-à-dire comment on crée, en tout cas dans un milieu de vie, dans un espace de vie, cet écosystème de solidarité entre les psys, moi j'étais médecin dans un hôpital, entre le sanitaire, entre le médico-social, comment on se parle, entre les aides à domicile, on a très peu parlé aussi de ces intermédiaires qui sont extrêmement facilitatrices de liens et de soins. Voilà, ça c'est un sujet et je pense que là il faut qu'on se mobilise et il faut qu'on rende accessible et visible, en tout cas nous, notre offre citoyenne aussi de soutien. Je pense que ça, c'est extrêmement important, c'est un enjeu pour nous. Alors nous, on a des équipes citoyennes, on a un site internet, on a des plateformes. Néanmoins, voilà, on voit bien qu'au-delà du numérique, le contact humain, le réseau d'humanité, il est bien plus important que le reste. Ça, c'est important. Et puis revenir aussi sur l'engagement bénévole. Quand on regarde l'engagement bénévole, 75% des seniors engagés sont heureux, parce qu'on est quand même sur la santé mentale, donc j'avais envie de dire ça. Et puis se dire aussi, parce que moi, je suis bénévole à la Croix-Rouge et j'ai beaucoup de personnes que je rencontre qui sont bénévoles à l'aide alimentaire ou à la vestiboutique ou à l'accès aux droits qui me disent « Tu sais Françoise, heureusement que je suis bénévole parce que ça fait 3 jours par semaine que je déjeune pas toute seule ou que je dîne pas toute seule. » Donc ça, c'est aussi quelque chose d'extrêmement fort et qui me fait porter aussi espoir dans cet élan citoyen, c'est que le bénévolat aussi, par nature, aussi est une lutte contre l'isolement et contre la solitude. Merci François. Ghislaine, tu voulais réagir ? Oui, pour rebondir sur ce que vous disiez, madame, en tant que professionnelle, sur la complémentarité. Nous, à SOS Amitié, on entend cette complémentarité. Le week-end, par exemple, on a souvent des appelants qui nous disent c'est mon psy qui m'a donné votre numéro de téléphone parce qu'il ne travaille pas le week-end, oui. Vous voyez ? Donc, on a cette complémentarité. Plus sérieusement, le fait d'avoir justement ce service d'écoute, tous les autres services d'écoute sont pareils. Nous, SOS Amitié, on a un service d'écoute généraliste. On n'est pas spécialisé dans telle ou telle direction. On n'est pas des professionnels, on n'est pas des soignants. On est là justement pour que les personnes puissent desserrer l'angoisse au moment où ils nous appellent. On est sur le moment de l'appel. Donc ce moment-là, il est important parce que c'est du 24-24. On fait du 24-24. Pour vous donner juste une petite image sur 2024, le temps d'écoute des 2000 écoutants à SOS Amitié, ça équivaut à 128 temps plein. Donc c'est une petite PME. Donc c'est dans la complémentarité, on a un petit poids quand même. Voilà. Non, je pensais juste à une phrase d'un psychanalyste qui s'appelle Adler, qui m'a beaucoup inspirée dans les pédagogies qu'on a mis en place et qui dit « Contribuer, c'est appartenir ».
Et voilà, et en fait, dans toutes les pédagogies qu'on met en place avec Citizen Corps, l'idée, c'est de placer les enfants et de leur apprendre à contribuer, en fait, et que non seulement c'est pour la société, mais c'est d'abord pour eux, en fait. C'est comme ça qu'on forme des citoyens. Et dans l'altérité aussi, apprendre la rencontre et le passage à l'altérité. Voilà, c'est ce qu'on essaye de mettre en place dès le plus jeune âge au primaire à Marseille, mais avec des adolescents pendant longtemps. Et c'est vrai que ça marche remarquablement bien de les mettre en situation d'acteurs, parce que les ados aujourd'hui, on les maintient un peu sous cloche très très longtemps. Et en fait, la seule chose dont ils ont besoin, c'est d'aller se frotter à l'expérience, à l'altérité. Il faut l'encadrer, il faut l'amener. Mais en fait, aujourd'hui, ils ont très peu d'expérience de ça, parce qu'on est dans une société qui est contre le risque. Et en fait, le risque le plus grave, c'est de les laisser tout seuls dans leur chambre. Donc voilà, et celui-là, personne ne lutte contre. Donc voilà. S'il vous plaît. Oui, il y a une question derrière et une devant, Oui, ensuite. Parce que vous parliez donc de la perte de repères, Oui. vous parliez des pères, la paire aidance, les groupes d'entraide mutuelle, les GEM, ce sont des choses qui existent. Il y en a à Cannes, il y en a à Grasse. Je ne sais pas si les gens savent ce que c'est, mais les groupes d'entraide mutuelle, c'est des endroits où des bénéficiaires, en fait, des personnes qui ont été malades, ou qui sont malades, ou qui sont rétablies, se rejoignent et forment des collectifs, justement, horizontaux. C'est intéressant aussi de savoir qu'ils peuvent aller là-bas pour rencontrer des personnes et pour justement ce lien social. Merci. Une dernière question? Alors, moi, c'est la même chose que cette dame. C'est aussi donner une autre voie pour le lien social. Je l'ai dit tout à l'heure, ce sont les centres sociaux. Il y a un maillage des centres sociaux en France. Il y a ce qu'on appelle les espaces d'animation de vie sociale, qui sont en partie impulsés par la CAF et puis soutenus par les élus locaux. Et plus encore, par rapport au lien social, animation de vie sociale, ça dit bien ce que ça veut dire, pour en avoir cofondé un en haute parenthèse. Ce sont des gens seuls, qui mangeraient seuls chez eux souvent, et qui, du coup, ne mangent plus seuls, mais parce qu'ils sont intéressés par l'informatique, ou par le jardinage, ou par la cuisine, ou par la poésie, ou par ce qui leur paraît bien, eh bien, viennent le partager dans ce lieu. Donc là, c'est des vrais supports publics. Et puis, pour la jeunesse, on a tous les services jeunesse des communautés de communes qui existent, qui sont financés dans le cadre du conseil départemental, qui lui-même a un service jeunesse départemental. Et pour être en lien avec ces différentes structures, je peux vous assurer que ce sont des gens qui cherchent la même chose que nous. Alors effectivement, ce ne seront pas des personnes porteuses du trouble de l'autisme, comme peut-être dans les GEM, mais par rapport au trouble du neurodéveloppement, je sais que dans mon département, en Savoie, il y a une forte demande pour que ces animateurs, ces éducateurs, animateurs, souvent ils n'ont que le BAFA plus deux, trois petites choses derrière, eh bien, soient formés au trouble du neurodéveloppement, qui est quand même une sacrée cause, d'ailleurs on le voit dans la table ronde cet après-midi, qui est une sacrée cause de difficulté d'intégration à la société. Donc c'est tous ces maillages à faire département par département pour voir comment en fait il y a quand même pas mal, il y a quand même du monde. Merci beaucoup, mais surtout merci à tous. Il était vraiment très important aujourd'hui que sur cette question, on est au Forum national de la santé mentale. Vous avez vu les thèmes qui sont abordés. Il était vraiment très important que la question du lien social, qui est un lien de vie et de partage et d'humanité, soit représenté dans ce forum-là. Donc on est très heureux d'avoir pu partager ce temps avec vous. Vous dire 3 choses. La première, bon appétit. C'est important. Deuxième, que nous restons tous ici présents à votre disposition si vous souhaitez échanger avec nous. Et le dernier point, c'est rappeler ce qu'a dit Didier tout à l'heure, Didier Meyrand. Vous pouvez aller sur le site du Psychodon pour déposer vos attentes et vos propositions et vos préconisations pour le livre blanc, et la parole citoyenne est plus que jamais indispensable. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Si ça intéresse quelqu'un, j'ai des textes plus longs de ce que j'ai dit là-bas qui sont disponibles. Et puis sur le site de l'UNPS, vous pourrez le trouver aussi. Merci. Merci beaucoup.